Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Inès Manaï et je serai votre modératrice pour ce webinaire sur l'information extra-financière. Je suis membre de l'Institut des actuaires et consultante spécialisée en assurance vie et finance. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui a été réalisé en collaboration avec le groupe de travail communication extra-financière de l'Institut des actuaires, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs, et qui entre en compte dans le cadre d'une initiative qu'on vient de lancer récemment au sein de l'IA et qui a pour but de vous présenter par le biais d'un cycle de conférences les fondamentaux de sujets divers actuariels afin de vous permettre d'être au fait des principales problématiques de différents sujets, quel que soit votre domaine d'expertise. Donc, à cet effet, veuillez noter que ce webinaire est vraiment à portée informative afin de vous donner les bases possibles pour comprendre ce sujet et que les détails des sujets sont plus traités en détail au niveau des groupes de travail correspondants. Là-dessus, si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre l'organisation de ce cycle de conférences, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer par présenter nos intervenantes de ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Christelle Kurt-Cognac et Catherine Soulard. Donc, Christelle a une expérience de plus de 25 ans dans la gestion d'actifs au sein de sociétés de gestion de premier plan. Elle a été responsable de gestion de portefeuille et responsable du développement de stratégies d'investissement obligataire. Christelle est engagée depuis 2002 dans la gestion ISR. Elle a géré un des premiers fonds obligataires ISR, développé des processus d'investissement et contribué au développement de stratégies innovantes comme la stratégie sur les green bonds. Christelle est diplômée en actuariat, diplôme obtenu à l'ISFA. Bienvenue Christelle. Ensuite, nous avons aussi le plaisir d'avoir Catherine Soulard, donc diplômée de l'ORIA et membre du conseil d'administration de l'Institut des actuaires. Catherine Soulard a exercé différentes fonctions en réassurance, en audit, dans des groupes de protection sociale en tant que directeur technique et dans le conseil en tant qu'associée. Passionnée depuis de nombreuses années par les enjeux sociaux et environnementaux, Catherine s'intéresse au rôle de l'actuaire pour relever ces défis. Bienvenue Catherine. Juste avant de commencer ces présentations, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les mentionner au niveau du chat. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne présentation et je laisse la parole à Christelle pour ce début de présentation. Merci Inès. Alors, avant toute chose, il nous a semblé important de repositionner et de rappeler ce que c'était que l'investissement responsable et les critères ESG, puisque c'est des termes qu'on utilise beaucoup. En fait, l'investissement socialement responsable, ça consiste à prendre des décisions d'investissement, non seulement sur la base de critères financiers comme on le fait traditionnellement, mais d'intégrer des approches extra-financières, donc en abordant des sujets sur l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, typiquement, pour un investisseur, avant d'investir sur un émetteur en particulier, sur la partie, par exemple, environnementale, les thématiques qui vont être suivies, ça va être des sujets comme le changement climatique, l'épuisement des ressources, les déchets. On va également avoir, dans le cadre du thème social, des thèmes comme, par exemple, les conditions de travail, la parité homme-femme, les droits de l'homme. Et puis sur la gouvernance, des sujets comme la diversité au sein des conseils d'administration, les modalités de rémunération des dirigeants, les stratégies fiscales. Donc très clairement, c'est une approche qui existe depuis de nombreuses années, qui a été développée dans un premier temps plutôt sur la partie action. Et depuis la COP21 en 2015, on peut remarquer que la communauté financière s'est vraiment mobilisée pour lutter notamment contre le réchauffement climatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, le facteur environnemental, c'est un des premiers facteurs que les investisseurs regardent et les États sont mobilisés sur ce thème-là. Très bien, merci pour cette présentation Christelle. À ce niveau, j'aurais une question concernant les pratiques existantes actuellement sur le marché de l'assurance et au vu des contraintes y afférentes, y compris celles de rendement risque. Y a-t-il une composante parmi les trois que tu viens d'évoquer, donc environnement, social et gouvernance, qui est plus considérée lors des décisions d'investissement ou pas vraiment ? Alors, de manière générale, tous les facteurs sont regardés au niveau d'une direction des investissements. On regarde des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
Néanmoins, comme je le mentionnais, depuis la COP21, c'est quand même le facteur environnemental qui tient un petit peu le haut du panier. Après, je dois dire que avec la crise de la Covid l'année dernière, les aspects sociaux vont prendre de plus en plus d'importance. Très bien, merci beaucoup. Donc, je cède la parole à Catherine pour la suite de la présentation. Merci Inès. Donc effectivement, quand on parle d'informations extra-financières, il faut avoir en tête tout un cadre international très vaste. En effet, on a un fourmillement d'initiatives, de principes ou autres déclarations, et les objectifs sont parfois très différents. Donc, il est important d'en brosser le portrait de quelques-uns. Alors, un petit rappel quand même, on vous le dira probablement à plusieurs reprises, ce qu'on vous présente n'a pas vocation à être exhaustif. Le choix qui est fait, c'est d'apporter une information d'ordre général à un maximum d'entre nous. Donc aujourd'hui, on s'est focalisé sur les points qui nous semblaient les plus importants à avoir en tête. Donc par exemple, en termes de cadre international, on a fait le choix aujourd'hui de sélectionner ce qui relève du cadre normatif de la RSE au vu de ce qu'en dit aujourd'hui la Commission européenne. Donc, vous avez là dans le slide qui est affiché à l'écran, j'espère que tout le monde le voit correctement, un certain nombre de principes. Donc, on en a 5 qu'on va essayer de voir très rapidement. Donc, tout d'abord, les principes directeurs de l'OCDE. Alors, ces principes ont vocation à s'adresser aux entreprises multinationales uniquement. Il s'agit de recommandations qui s'adressent au gouvernement et les entreprises des pays membres de l'OCDE ont la possibilité de respecter ces principes qui sont généraux dans l'objectif de contribuer au développement durable. S'il s'agit de la norme intergouvernementale la plus ancienne, parce qu'elle remonte à 1976. Mais plus récemment, en 2017, des lignes directrices ont été publiées à destination spécifiquement des investisseurs institutionnels, à savoir les propriétaires d'actifs et les gestionnaires d'actifs. Deuxième point, le Pacte mondial des Nations unies, ou qu'on appelle aussi communément le Global Compact, qui a été lancé en juillet 2000. Il s'agit là encore d'un cadre d'engagement qui est volontaire, qui regroupe des entreprises, des associations, des ONG, des agences des Nations unies, et fédère autour de 10 principes universellement reconnus relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail, la lutte contre la corruption et l'environnement. Il s'agit aujourd'hui de l'initiative internationale en matière de développement durable la plus importante, puisqu'elle regroupe aujourd'hui plus de 10 000 entreprises et plus de 3 500 organismes à but non lucratif dans le monde. Troisième point, la norme d'orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000. On reviendra dans la présentation sur cette norme qui est importante. Elle a été publiée en 2010 par l'Organisation internationale de normalisation. C'est un outil de consensus international qui regroupe plus de 90 pays et que tout acteur qui veut s'engager dans une démarche RSE s'efforce de suivre. Elle concerne les entreprises, quelle que soit leur taille. Là encore, il s'agit de lignes directrices et d'une démarche volontaire. Ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une certification. Quatrième point, la déclaration de principe tripartite de l'OIT, l'Organisme international du travail. Donc, ils fournissent une orientation directe aux entreprises sur leur politique sociale et sur des pratiques inclusives, responsables et durables dans le milieu du travail. Cinquième et dernier point qu'on souhaitait voir avec vous aujourd'hui, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou plus communément appelés les principes de Ruggie, qui ont été publiés en 2011 à la suite de leur adoption par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Ils s'appliquent à tous les États, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et dans un cadre qui est protégé, respecté et réparé. Voilà, merci. Donc, dans ce cadre international, si on poursuit sur des initiatives plus récentes, vous avez probablement en tête les fameuses ODD, les objectifs de développement durable, au nombre de 17, récents puisqu'ils sont entrés en application au 1er janvier 2016.
Ils ont vocation à être universels et s'appliquent à tous les pays. Là encore, il ne s'agit pas d'un cadre juridiquement contraignant. Par contre, il faut avoir en tête que ces ODD, en fait, sont pour la première fois un appel explicite aux entreprises issues du secteur privé pour les exhorter à contribuer à résoudre les défis du développement durable. La COP 21, Christelle en a parlé tout à l'heure. On ne va pas ici redresser tout l'historique des différentes conférences de l'ONU sur le climat. 1992, conférence de Rio qui pose les bases, qui a abouti à différents textes de droit dur sur le sujet, dont la convention cadre, la fameuse CCNUC, convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et qui a posé un peu les bases, l'objectif étant de diriger tous les investissements, que ce soit des investissements financiers, économiques ou humains, vers les activités qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Les bases qui ont été posées ont été aussi de prendre le principe de se revoir de manière annuelle via ce qu'on appelle les COP, donc les conférences des parties, dont l'objectif est chaque année de reprendre une photo pour voir quelle est la situation de chaque État. Bien entendu, COP 21 en 2015, les accords de Paris, vous avez probablement en tête l'objectif qui est d'atteindre une trajectoire, si possible, en dessous de 2 degrés, et dans l'objectif étant plutôt de viser 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, toujours dans cet environnement international, il existe un certain nombre d'initiatives qui sont menées aussi en parallèle. Christelle a parlé tout à l'heure un petit peu des PRI, donc si on revient un petit peu dessus, donc elles datent de 2006, elles ont été lancées par des investisseurs, donc avec l'initiative financière du Programme des Nations Unies et le Pacte mondial des Nations Unies. C'est un réseau international d'investisseurs soutenu donc par les Nations Unies qui ont signé en fait 6 principes dont l'objectif est de favoriser l'intégration des questions ESG dans les décisions et les processus d'investissement. Parallèlement, sur le marché, le secteur de l'assurance, les PSI en 2012 ont été lancés suite à la conférence Rio + 20 et regroupent un certain nombre d'acteurs du monde entier pour qu'ils soient engagés à développer une assurance responsable à travers le monde. Troisième initiative, l'initiative SBTI, un petit peu plus récente, qui date de 2015. C'est une initiative qui a été menée en partenariat avec le Global Compact, l'ONG WWF, le CDP, le Climate Disclosure Project, et le World Resources Institute, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises dans la définition d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont particulièrement importants. Donc aujourd'hui, on peut noter qu'il y a quelques acteurs de la banque et de l'assurance qui se sont engagés au SBTI, mais n'ont pas encore validé d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors la raison en est assez simple, c'est que la méthodologie, les outils et le guide pratique émis par la SBTI pour cette activité sectorielle est très récente, puisque la publication a été faite seulement en octobre dernier, en octobre 2020. Donc, c'est une logique d'atténuation qui est prise par l'initiative SBTI particulièrement importante. Et enfin, la TCFD, initiative importante dont on souhaitait vous parler, donc qui date elle aussi de 2015 et qui a été lancée à l'occasion en fait, de la COP 21 par le Conseil de stabilité financière du G20. Alors, il s'agit d'un cadre volontaire. Important à savoir, c'est que la TCFD a émis en 2017 un certain nombre de recommandations pour améliorer la transparence financière liée aux risques climatiques. L'objectif est vraiment focalisé sur les risques climatiques. Dans les recommandations de la TCFD, une des recommandations importantes est l'intégration d'un reporting climat dans le reporting financier. Alors, il s'agit d'une recommandation. On parlera un petit peu plus loin dans la présentation l'importance qu'a cette recommandation. L'objectif de la TCFD est vraiment de tenir compte des risques et opportunités liés au climat et oblige en fait à intégrer dans la stratégie et dans la gouvernance de l'entreprise ces sujets liés au risque climat.
Donc, ça fait le sujet de la TCFD fait une bonne transition avec les initiatives relatives spécifiquement au reporting extra-financier. Là encore, nous ne pouvons pas être exhaustifs. À travers le monde, il existe à peu près une centaine de cadres de reporting extra-financier de par le monde. L'EFRAG a mené un inventaire sur ce sujet. Et tout ça conduit à peu près 5000 indicateurs utilisés. Donc, bien entendu, on ne va pas vous parler de tout ça. Mais il existe quand même 3 cadres importants que vous connaissez probablement, ou si vous ne les connaissez pas, il est important de les avoir en tête. Donc, tout d'abord, la GRI, qui est l'initiative internationale la plus ancienne. Elle remonte à 1997. Elle est issue d'un travail collaboratif lancé par une ONG américaine. Elle émet des lignes directrices dans l'objectif d'aider à la production de rapports extra-financiers. Donc, la logique de la GRI, c'est vraiment une vision globale, très généraliste, et on verra par la suite, mais c'est une logique que les autres cadres de reporting n'ont pas forcément. L'IR, l'Integrated Reporting, qui est une émanation en fait de l'initiative de l'IRC, donc elle est plus récente, elle date de 2010. Alors, elle rassemble des entreprises pilotes, des investisseurs, des promoteurs de normes de reporting et aussi des grands cabinets d'audit, et se base sur 6 différents types de capitaux. Et dernière initiative importante, la SASB, dont l'objectif est de fixer des normes en matière de reporting financier. Et elle, contrairement à la GRI, se place vraiment dans une approche sectorielle. D'ailleurs, à ce titre, la SASB a émis des rapports sectoriels pour le secteur spécifique des assurances. Donc, on voit qu'il y a tout un ensemble de cadres de reporting extra-financier avec des divergences, des objectifs un peu différents. Et il y a quand même des rapprochements qui s'opèrent. Par exemple, l'IR et la SASB ont annoncé assez récemment leur intention de se rapprocher au cours de l'exercice 2021. Alors, les fédérations professionnelles, les regroupements ne sont pas en reste en matière de travaux et de réflexion. Là encore, nous ne pouvons pas être exhaustifs. Donc, on a juste, dans ce slide, voulu mettre en avant quelques travaux, études, guides qui émanent de certains acteurs du marché et qui nous semblaient intéressants de relever. Par exemple, au niveau de la FFA, la Fédération française de l'assurance, vous pouvez vous référer à un certain nombre de chartes, de guides ou d'études sur différents thèmes donnés. Donc, par exemple, en matière de finance, vous avez pas mal de documentation qui a été produite. Sur les reporting aussi, on ne vous a pas parlé de la genèse de tous les reporting, mais il en existe un certain nombre. Sur des aspects produits, enfin, sur des notions plus spécifiques sur des événements type risque climatique, couverture contre le changement climatique, etc. Vous avez tout un référentiel documentaire qui existe. Dans des initiatives intéressantes aussi, c'est plus pour que vous ayez aussi en tête des diversités d'actions qui émanent d'acteurs de tous horizons. La Mutualité française a lancé en novembre 2020 le premier fonds d'investissement social et environnemental qui est dédié à la santé et au médico-social. Au niveau bancaire, la Fédération bancaire française a également produit assez récemment un document de référence intitulé « Banque et climat », dont l'objectif est vraiment de lister, on va dire, l'ensemble des actions que les banques françaises ont menées ou mènent en faveur du climat. Et puis encore, une dernière initiative assez récente et importante à signaler. En octobre 2020, vous avez probablement vu passer le lancement de l'Observatoire de la finance durable, dont l'objectif est d'être le premier outil de suivi de la transformation des acteurs de la place financière de Paris dans l'objectif d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est particulièrement intéressant. Alors, face à cette effervescence d'initiatives, le panorama n'aurait pas été complet si on n'avait pas donné quelques précisions sur les labels. Alors, quand on parle de labels, là encore, on a aussi une diversité d'objectifs, d'acteurs, de producteurs de labels. On peut peut-être commencer par d'abord des labels RSE, dont l'objectif prioritaire est plutôt d'évaluer la performance RSE d'une entreprise au regard principalement de la norme ISO 26000 dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, vous avez quelques exemples là qui sont projetés. Ce ne sont pas toujours les mêmes évaluateurs. Parfois, c'est l'AFNOR. Vous avez le label Lucie, par exemple. Vous avez 2 cabinets d'audit qui émettent le label. On a indiqué aussi la certification Bicorp, alors qu'elle est un petit peu différente. On n'est pas du tout sur le même registre. Ce n'est pas vraiment un label, c'est plus une certification. Là, l'objectif est plutôt de regarder l'intégration d'objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux dans le modèle d'affaires et dans les opérations d'une entreprise. C'est un petit peu différent. On est obligé, on ne peut pas, ce serait incontournable de vous parler maintenant des labels spécifiques au secteur financier. Donc là encore, il existe un certain nombre de labels au niveau européen, par exemple. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau français, il existe 2 labels très importants. Le label ISR, qui est soutenu par le ministère de l'économie et des finances, qui a été créé en 2015. Et son objectif est d'aider à identifier les fonds responsables et durables. Alors, il permet d'attester que le gestionnaire de fonds a bien développé une méthodologie d'évaluation de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, les fameux critères ESG, dans lesquels il va investir. Le deuxième label public et d'importance, c'est le label Greenfin, qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il a été créé à peu près dans la même période, juste après, en 2016. Et lui, son objectif, c'est de garantir la qualité verte des fonds d'investissement. Donc, ces 2 labels sont des labels publics. Donc, par exemple, il est important de dire que si on prend le cadre des obligations de référencement des unités de compte durables au titre de la loi Pacte, clairement, ces 2 labels publics sont requis. Il existe aussi des fonds solidaires qui sont basés sur des titres émis par des entreprises qu'on appelle agréées ESUS, pour entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc là, par contre, on a des choses un petit peu différentes. On peut parler du label Finansol, qui lui n'est pas un label public, mais un label qui émane de l'association Finansol, comme son nom l'indique, et dont l'objectif est vraiment d'attester du caractère solidaire. Et puis enfin, quelques labels sectoriels privés qu'on vous a indiqués pour vraiment vous montrer qu'il y a plein d'acteurs différents qui émettent des labels. Merci Catherine. Nous avons une question de Florence Picard qui est la suivante. Que recouvre le thème risque climat? Est-ce tremblement de terre, perte agricole? Et comment relier cela à l'évaluation des risques d'assurance? Ensuite, Florence a rajouté qu'elle souhaitait parler du risque opérationnel climat pour les entreprises d'assurance. Alors, effectivement, ce sont des questions très intéressantes et vraiment d'actualité. Au sein du groupe de travail communication extra-financière, nous avons éclaté, on va dire, réparti les travaux au sein de 4 ateliers. Un atelier sur les actifs, un atelier sur la gestion des risques, un atelier sur la RSE, le reporting, et un atelier sur les produits. Voilà. Voilà. Donc, oui, donc pour répondre à Florence, donc oui, l'atelier en fait sur les risques a vraiment vocation à traiter en profondeur comment appréhender ces risques. Parce qu'effectivement, on sait qu'au niveau de l'EIOPA, il y a aussi des consultations qui ont été faites et des objectifs aussi pour intégrer davantage les risques extra-financiers et notamment les risques climatiques dans la gestion des risques des entreprises, du secteur. Et d'ailleurs, l'exercice pilote climat qui a été lancé en juin dernier par la CPR, qui est un exercice franco-français, mais qui a plutôt vocation à être étendu au niveau européen, est bien là pour prouver qu'il y a vraiment une importance très forte à regarder comment gérer ces risques climat. Alors, sachant que quand on dit risque climat, ce n'est pas juste un risque, effectivement, c'est une multitude de risques, et puis des combinaisons de risques. Donc, il ne faut pas se cantonner à une vision de risque, on va dire, solo, en version solo, mais plutôt des combinaisons de risques et des approches par scénario. Donc là, l'objectif, je pense, de notre webinaire n'est pas forcément rentrer trop dans les détails, mais on aura peut-être l'occasion, lors de restitutions à venir, en tout cas nous l'espérons, des travaux de nos différents GT, de vous apporter des éclairages à ce sujet-là.
Et puis peut-être de centraliser aussi tous les travaux qui sont faits dans différentes commissions au niveau de l'Institut. Il y a la commission aussi ARD qui travaille sur ces sujets au niveau du risque climat. Et il y a aussi des travaux au niveau de l'AE et de l'AI, au niveau européen et mondiaux, et des réflexions que l'Institut mène en concertation avec ces différents organismes. Merci beaucoup, Catherine. Je laisse la parole maintenant à Christelle pour la suite de la présentation. Donc, pour la suite, nous allons donc parler un petit peu des différentes réglementations qui ont été mises en œuvre. Et ce qu'on peut dire, c'est que la France a quand même été précurseur dans la finance durable, notamment dans la mise en place de reporting extra-financier. Alors là aussi, hein, comme Catherine l'a expliqué, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de tout ce qui a pu être mis en œuvre, mais en tout cas, on voulait souligner les principales étapes. Donc la première qu'on peut citer, c'est finalement la loi de nouvelle régulation économique qui a donc été parue en 2001. Et donc, cette loi a demandé donc un reporting ESG qui est devenu obligatoire pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc ça, c'est un premier élément. C'est donc l'article phare de cette loi impose aux sociétés cotées un reporting qui est à la fois social et environnemental. C'est-à-dire que les entreprises doivent prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités, y compris en termes d'émissions dans l'air de gaz à effet de serre. La deuxième étape qu'on peut souligner, c'est la loi de Grenelle 2, qui vient en fait donc après la loi de Grenelle 1. Grenelle 1, ça avait permis déjà dans un premier temps de déterminer des objectifs du gouvernement dans le domaine environnemental. Donc en 2002, avec la promulgation de la loi Grenelle 2, l'objectif de cette loi, ça a été de développer le droit à l'information environnementale, donc en amenant les acteurs du secteur public, les entreprises, à rendre accessible la manière dont ils prennent en compte les impératifs de développement durable dans leur stratégie. Donc l'obligation, c'était de présenter un bilan social et environnemental, et cela pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Et 5 ans donc après cette loi de Grenelle 2, il y a à nouveau des débats qui se sont ouverts au niveau national, notamment sur l'énergie, et ça aboutit à la fameuse loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Et l'article qui nous parle le plus dans notre domaine, c'est l'article 173. Donc l'article 173, ce qu'il faut retenir de cette loi et de cet article, c'est que vraiment, ça a positionné la France, alors je disais précurseur, et donc ça a été le premier pays au monde à rendre obligatoire la publication par les investisseurs d'informations relatives à leur contribution aux objectifs climatiques et aux risques financiers associés à la transition énergétique et écologique. On s'est vraiment positionné en précurseur sur ce domaine-là. Et l'article 173, ça s'adressait à qui? Ça s'adresse, puisqu'il est toujours en vigueur, aujourd'hui à 840 investisseurs institutionnels. Et donc, ces investisseurs institutionnels sont tenus de publier avec transparence la manière dont ils intègrent les critères dont on a parlé au début de la présentation, c'est-à-dire les critères ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance, la manière dont ils tiennent compte de ces critères dans leurs investissements. Donc, ces investisseurs institutionnels, ces 840 investisseurs, ça rassemble différents types, des mutuelles, des sociétés de gestion, des banques, les compagnies d'assurance, avec des tailles et des statuts juridiques qui peuvent être très variés. Et toutes ces entreprises, quelle que soit leur taille, sont donc soumises à la même obligation de transparence. Donc, dans ce cadre-là, on a des investisseurs institutionnels qui doivent faire part de leurs investissements en part verte dans leur portefeuille, la contribution de leurs investissements dans la lutte contre le changement climatique et la favorisation de la transition énergétique. C'est une loi qui est avec une approche comply and explain. Ça veut dire qu'elle n'est pas contraignante. Ce qu'elle demande aux investisseurs, c'est d'expliquer ce qu'elles font et si elles ne font pas, de le justifier. Elle a des seuils d'application, c'est-à-dire que le seuil, c'est 500 millions d'euros en termes de bilan d'encours sous gestion. Alors, le bilan de cette loi, 5 ans après sa promulgation, on juge que c'est une demi-réussite. Et pourquoi? En fait, il y a eu une très grande hétérogénéité en termes de publication, la qualité de l'information, la quantité et la pertinence.
Par ailleurs, comme il n'y avait pas de méthodologie partagée par l'ensemble des investisseurs institutionnels, il y a eu une grande difficulté à comparer les résultats. Il y avait également, mais ça c'est un peu valable, surtout tous ces sujets d'investissement socialement responsable, un manque de maturité dans les indicateurs et dans les méthodologies utilisées. Et puis globalement, les publications des investisseurs ont manqué beaucoup de cibles indicatives et quantitatives dans le temps. Donc cette loi sera en vigueur jusqu'à la fin de cette année. Et plus tard, on va avoir l'article 29, dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, on a parlé de la France, on parle maintenant un peu plus au niveau européen, où les trois principales choses que je voulais vous indiquer. Alors déjà, c'est une quête d'harmonisation européenne parce que il y a des initiatives. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives un petit peu partout. Il y en a à un niveau local et il y a un grand besoin d'harmonisation. Donc, la première chose que l'on peut citer, c'est le Non-Financial Reporting Disclosure. Donc, la directive est parue en 2014. Donc, cette directive a été élaborée par la Commission européenne et son objectif consiste à favoriser la transition vers une économie mondiale durable en tenant compte de la justice sociale et de la protection de l'environnement. Donc, dans une optique de renforcement de la transparence des entreprises, cette directive, elle prévoit des rapports de gestion des sociétés concernées. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des déclarations annuelles, l'une qui porte sur la partie RSE et l'autre qui porte sur la diversité au sein des organes de gouvernance. Donc, cette directive, elle concerne toutes les entités d'intérêt public de plus de 500 salariés, mais elle laisse finalement la main aux États membres de l'Union européenne d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises. Et dans ce cadre-là, on a eu la transposition de cette directive en droit français en 2017. Les lignes directrices sont non contraignantes, donc c'est vraiment c'est volontaire. Et le reporting extra-financier en France s'est transformé en déclaration de performance extra-financière pour se conformer donc à cette directive de 2014 en termes de transparence et de publication d'informations non financières. Le deuxième élément, c'est la communication de la Commission européenne. Donc ça, c'était en 2017. Et point important ensuite, 2018, c'est la communication du plan d'action de finances durables de la Commission européenne. Donc ça a vraiment été un moment important puisque ce plan de communication a fixé les objectifs sur la manière de réorienter les flux de capitaux vers une économie plus durable, d'intégrer la durabilité dans la gestion des risques et de favoriser la transparence et les investissements durables. Donc concrètement, ces communications, les actions concrètes de ce plan d'action, ça a visé, je ne vais pas tous les citer, mais en quelques exemples, à établir une taxonomie des actifs durables, parce que la définition n'étant pas partagée, ce besoin d'harmonie et savoir ce qui est durable et ce qui n'est pas était important. De développer des indices financiers durables également, pour qu'on puisse tous parler la même langue, intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles, et c'est aussi pour cela qu'aujourd'hui on commence à avoir des réglementations qui deviennent plus précises, notamment dans le secteur des assurances, et puis d'encourager une gouvernance des entreprises plus durable et d'atténuer une vision qui peut être court-termiste sur les marchés financiers. Donc ça, c'est vraiment une étape majeure de la transition vers une économie bas carbone et un système financier plus durable. Donc concrètement, donc je vous parlais un petit peu de ce plan d'action. Concrètement, au niveau européen, la Commission européenne a pris déjà des mesures. Donc il y a 3 principaux règlements qui sont en cours d'application. Il y a le règlement Disclosure, le règlement Benchmark et le règlement Taxonomie. Donc, le règlement Disclosure, ou SFRD, c'est un règlement qui fixe des règles harmonisées de communication relatives au développement durable. Donc, vraiment, c'est pour permettre l'intégration dans les processus d'investissement des risques de durabilité, c'est-à-dire de définir les événements ou les situations dans le domaine environnemental, social et de gouvernance
qui pourra avoir une incidence négative sur la valorisation des actifs. C'est également la prise en compte dans les processus d'investissement des incidences négatives en matière de durabilité. Donc, ce règlement, il apporte des exigences de transparence, et ça, c'est important justement pour éviter le greenwashing dont on parle souvent. Donc, des exigences de transparence au niveau des entités, donc des entreprises, mais également des produits, en particulier en matière de publication sur les sites des entreprises, dans la documentation précontractuelle des produits ou des services, ou dans les rapports périodiques qui peuvent être communiqués aux clients. Le deuxième élément, le deuxième règlement, c'est le règlement benchmark. Le règlement benchmark, c'est un règlement qui permet d'améliorer l'information sur l'empreinte carbone. Ça augmente les exigences en termes de prise en compte des critères ESG par les fournisseurs d'indices, donc au sein des indices de référence. Et ça concerne à la fois des indices actions et des indices obligataires. Donc ça offre vraiment aux gérants un nouvel outil pour faciliter la prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d'investissement. Cela porte donc sur la publication de ces indices de référence qui vont être utilisés pour mesurer, ces indices de référence sont donc utilisés pour mesurer la performance des acteurs financiers. Et en fait, donc, ça aboutit à la création de 2 nouveaux indices dits bas carbone européens. Le premier, c'est un indice transition climatique et l'autre, un indice accord de Paris. Donc, ces 2 indices vont venir en plus des indices traditionnels, et ces indices vont vraiment avoir pour vocation d'intégrer avec des règles précises des critères ESG. Donc, dans le cadre de l'indice dit accord de Paris, en fait, l'objectif, ça va être de constituer des indices, de composer un portefeuille dont les émissions de carbone vont être alignées avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est ce qu'avait mentionné au début Catherine, avec un objectif de limiter l'augmentation de température entre 1,5 et 2 degrés. Et puis, le deuxième, ça va être un indice dit de transition climatique. Et quelque part derrière, ça va vouloir dire sélectionner des émetteurs, des noms, donc les sélectionner, les pondérer, exclure ceux qui ne seront pas cohérents et qui ne portent pas atteinte aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Enfin, donc le troisième règlement, qui est un règlement vraiment très important, puisque c'est le règlement taxonomie. Donc, le règlement taxonomie, il donne un cadre commun à tous les acteurs financiers, des systèmes de métriques aussi, pour le verdissement du secteur financier. C'est un petit peu le dictionnaire pour qu'on puisse tous parler de la même façon et définir ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. C'est une standardisation aussi des critères de labellisation des produits financiers. C'est un règlement qui va permettre de renforcer la confiance des investisseurs, notamment grâce à plus de transparence et de lisibilité. Là, à nouveau, comme disclosure, on va beaucoup travailler sur ces éléments de transparence pour éviter justement ces effets de greenwashing. Ça va également permettre de supprimer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur en matière de financement des projets durables, notamment dans le cadre du Green Deal qui a été mis en place depuis fin 2019. Donc, ce règlement, il fixe une série d'objectifs environnementaux et ça permet à une activité économique de se déclarer durable si elle contribue au moins à un des 6 objectifs sans nuire de manière significative à aucun des autres. Alors, qu'est-ce que c'est que les 6 objectifs ? C'est des objectifs qui déterminent le degré de durabilité environnementale. Alors, ça va être le premier objectif, ça va être l'atténuation du changement climatique. Le deuxième, ça va être adaptation du changement climatique. Le troisième, prévention et réduction de la pollution. Le quatrième, transition vers une économie circulaire. Cinquième, protection et restauration de la biodiversité. Et le sixième, protection et gestion des ressources aquatiques. Donc, ça va s'appliquer à tous les acteurs des marchés, tous les acteurs sur les marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers. Donc, les assureurs vont être concernés, et également aux entreprises qui sont soumises à l'obligation de publier une déclaration non financière ou consolidée. Donc, très clairement, ça va concerner le secteur de l'assurance. Alors, où en est-on sur la partie sur la France ?
Alors, on continue à avoir des réglementations qui favorisent cette transition vers une économie plus durable. Alors, les deux principales lois dont on parle actuellement, c'est la loi Pacte et la loi énergie-climat. La loi Pacte, donc, elle date de 2019, et dans cette loi, sur la partie financière, donc dans l'article 72, elle prévoit, notamment dans les contrats multisupports, l'obligation d'avoir, donc ça c'est depuis début de cette année, depuis le mois de janvier cette année, l'obligation dans les fonds à unité de compte d'avoir au moins un fonds solidaire, unité de compte adossée à un fonds bénéficiant d'un label ISR, les labels dont a parlé tout à l'heure Catherine, et un fonds label Greenfin. Et à horizon 2022, il devrait y avoir ces 3 types d'UC dans les contrats. Donc ça permet aussi le renforcement de l'information aux épargnants sur le caractère responsable, vert, solidaire des placements des épargnants, parce que c'est toujours la difficulté pour un épargnant, c'est de se retrouver un petit peu dans tous ces fonds qui se disent verts. Donc un label permet de donner une certaine crédibilité à ces investissements et ça permet de donner un cadre. On peut noter également que dans la loi Pacte, il y a l'insertion d'une raison d'être dans les sociétés. Donc la deuxième loi, donc c'est l'article 29 lié donc à la loi, à la loi énergie-climat. Donc la loi énergie-climat, c'est une des pierres angulaires du plan d'action de la finance durable en France. Ça donne des obligations de transparence périodiques, précontractuelles, permanentes à tous les acteurs du marché, des conseillers financiers et des entités. Donc, on va avoir 3 types d'obligations. Donc, ça va être des obligations qui vont être au niveau des acteurs. On va avoir également des obligations au niveau des produits, de la documentation précontractuelle. Et enfin, au niveau des produits, la promotion de caractéristiques ESG, donc ça c'est au sein de l'article 8, et des objectifs d'investissement durable qui vont être clarifiés au niveau de l'article 9. Donc le contexte et les enjeux de cette loi article 20, énergie et climat, article 29, c'est de donner un cadre légal pour amener la France à la neutralité carbone en 2050. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 173. Donc, l'article 173 va se terminer, donc les exigences vont se terminer à la fin de cette année. Et l'article 29 va finalement prendre le relais de cet article 173. L'article 29 va être revu tous les 5 ans. Et l'objectif, ce sera vraiment d'obtenir un mix énergétique, une diminution des gaz à effet de serre et la création d'un haut conseil pour le climat. Donc, la loi a été votée fin 2019, mais on a un décret d'application qui est prévu pour le premier trimestre 2021. Comme l'article 173, c'est une approche qui est en comply and explain. Donc, ça n'oblige pas à appliquer quelque chose. Il y a aussi des effets de seuil à donner, qui vont être pris en compte. Très clairement, on va essayer à travers cette loi de combler les attentes qu'on avait sur l'article 173. Donc, on a parlé donc des 3 règlements en Europe, de l'article 29. Toutes ces lois, tous ces règlements vont avoir des applications qui vont s'inscrire dans le temps, avec des interdépendances. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'on va avoir en mars 2021 disclosure sur un certain nombre d'articles qui vont commencer à se mettre en œuvre. L'article 29. Et puis ensuite, à partir de début 2022, on aura la suite sur disclosure. La taxonomie, pour les 2 premiers objectifs que j'ai cités tout à l'heure, qui vont se mettre en place, et puis le règlement benchmark. Et en fin 2023, on aura la fin sur disclosure, donc les 4 autres objectifs. Sur la taxonomie, on aura les 4 autres objectifs. Et sur disclosure, on aura la partie sur les produits. À noter également que la directive NFRD est actuellement en cours de révision. On a un premier texte de la directive révisée qui pourrait sortir 2021. Il y a tout un travail préparatoire à la normalisation de l'information ESG qui a été lancé en septembre 2020 avec une task force dédiée au sein de l'EFRAG.
Alors, ce qui est important aussi à souligner, c'est au sein de l'Europe, l'idée, ce Green Deal européen qui a été mis en place à partir de fin 2019 avec un objectif ambitieux, c'est de faire de l'Union européenne la première économie neutre en gaz à effet de serre au plus tard en 2050. Donc, il y a un premier objectif à horizon 2030 qui va viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 voire à 55%. Donc ça, c'est vraiment au cœur du Green Deal. Et ce qui est mis vraiment au cœur aussi de ce plan, c'est le recours à l'économie circulaire. Et ce plan consiste à revoir chaque loi existante sur ses mérites climatiques. Donc, le 14 janvier 2020, il y a eu le plan d'investissement du Pacte vert pour l'Europe et la dotation d'un fonds de transition de 40 milliards d'euros de subventions destinées à aider les États de l'Union les plus dépendants aux énergies fossiles à accélérer leur transition énergétique. Merci Christelle. On a une question de Benoît Gros-Lafège qui demande s'il y a une définition partagée sur ce qu'est le durable et idem pour les indices transition climatique et accord de Paris. Alors là, en fait, le règlement benchmark donne justement toutes ces précisions-là. C'était vraiment l'intérêt, c'était d'uniformiser. Donc, en fait, le règlement benchmark, ça va vraiment s'appliquer aux providers d'indices, donc aux fournisseurs d'indices, pour avoir une approche qui va être cohérente et partagée entre chacun des fournisseurs. Donc, ça va donner quand même des règles d'application. Tu m'avais posé une autre question. Il y avait le benchmark et l'autre. Et l'autre question, en fait, concernait du point de vue des assurés. Est-ce qu'il y a actuellement des discussions de place sur des éventuelles incitations fiscales, par exemple, pour les encourager à investir dans des investissements RSE, responsables? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'incitation fiscale particulière côté épargnant. Je dirais qu'il y a quand même tout un sujet sociétal qui fait que assez naturellement, il y a une demande de plus en plus forte de la part des épargnants d'avoir de ce type d'offre. Je dirais plutôt que la manière dont ça a été abordé, ça a été plutôt d'inciter les investisseurs, enfin en tout cas les fournisseurs de produits, d'avoir des produits qui répondent à ces problématiques ISR ou des problématiques climat. Et ça, on le voit très clairement à travers la loi Pacte, où justement, notamment les assureurs sont incités, à intégrer ce type de produit dans leur offre. Donc, c'est plutôt de l'autre côté, c'est plutôt du côté des fournisseurs de produits qu'il y a une incitation qui est réglementaire, que du côté épargnant, où je dirais que le côté épargnant est finalement répond plus à un besoin de société. Et je trouve, quand on voit l'augmentation des encours ISR cette année en 2020, on voit que la crise de la Covid a vraiment créé un électrochoc et a vraiment accéléré cette demande de produits avec des finalités plus durables dans le temps. Bien, merci beaucoup Christelle. Je laisse la parole à Catherine pour la suite. Oui, merci. Alors, face à ces différentes évolutions et toute la présentation, notamment sur les évolutions réglementaires que Christelle vient de nous présenter, de manière assez automatique, on a vu des évolutions aussi concernant les régulateurs qui se sont adaptés. Donc, par exemple, vous avez vu peut-être en décembre 2017 la création d'un réseau, le réseau des banques centrales et des superviseurs qui s'appelle la NGFS. L'objectif est vraiment d'œuvrer pour renforcer le rôle du système financier vers une économie écologiquement durable et plutôt bas carbone. Leur premier rapport a été émis en avril 2019 et dans ce rapport, ils recommandent aux banques centrales et aux superviseurs d'intégrer les risques climat. Au niveau de l'EIOPA, en 2019, c'est une année assez riche en termes de recommandations. Vous avez vu peut-être passer les recommandations sur l'intégration des scénarios climatiques dans l'ORSA.
Vous avez aussi la révision du module catastrophe naturelle de la formule standard. Donc, vous avez en ce moment une consultation sur le sujet. Troisième point, l'intégration du risque climat dans la gouvernance, et c'est assez important, il faut le relever, dans les fonctions, enfin l'intégration par les fonctions de gestion des risques et la fonction clé actuarielle également. Ensuite, une recommandation sur l'intégration liée à la durabilité selon le principe de la personne prudente. Et enfin, la demande de l'EIOPA qui est de prendre en compte les impacts du changement climatique dans les activités de souscription. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de réflexions qui émanent de l'EIOPA, qui aujourd'hui sont des discussions plutôt ouvertes avec des consultations qui, à n'en pas douter, aboutiront sur des textes qui viendront préciser certaines choses. Et puis enfin, l'AMF et la CPR se sont dotés tous les deux d'une commission climat et finances durables. Et l'exercice pilote que je mentionnais tout à l'heure, qui avait vocation à mesurer en termes de stress sur les organismes l'impact des risques climat. Donc, comme le disait Christelle tout à l'heure, nous avons aujourd'hui à faire face à une information extra-financière qui relève de cadres et de référentiels qui sont très divers. Pour cette raison, le ministère de l'économie et des finances avait commandé à Patrick de Cambourg, le président de l'ANC, Autorité des normes comptables, un rapport sur ce sujet. Donc, son rapport a été rendu en mai 2019 et ce constat, enfin le constat qu'il effectue est que l'ensemble de l'information extra-financière est plutôt d'une pertinence très hétérogène entre les différents acteurs, ce qui ne facilite pas, voire empêche une certaine comparabilité, et pose aussi d'autres questions sur la fiabilité concernant les données qui sont utilisées. Donc, ce rapport émet 20 propositions. Et dans la foulée de ce rapport, comme a dit Christelle tout à l'heure, l'EFRAG a constitué une task force pour travailler sur des objectifs de normalisation de l'information extra-financière et qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la révision de la directive NFRD que Christelle a mentionné tout à l'heure. En termes de calendrier, donc la task force de l'EFRAG devrait émettre son rapport qui va contenir des orientations sur le sujet, a priori vers mi-février 2021. Et ce qui va s'articuler assez bien avec le calendrier de l'émission du nouveau texte de la révision de la directive NFRD qui, lui, est attendu pour fin mars prochain. Et les travaux de standardisation vont ensuite prendre leur lait à partir du printemps de cette année jusqu'à mi-2022. Donc, en termes de planning, on serait plus sur une mise en application des nouvelles normes à l'horizon 2023 ou 2024. Donc, sur ces sujets de normalisation, on peut aussi parler d'autres initiatives. On a aussi la déclaration de performance intégrée qui était d'ailleurs présentée tout à l'heure, dont l'objectif est de faire modifier la DPEF plutôt par voie législative dans l'objectif d'objectiver cette fameuse DPEF avec des données financières et extra-financières. Donc, voilà, donc, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté française et aussi européenne assez forte d'avancer très rapidement sur ces sujets. Et ce sujet de normalisation, d'ailleurs, ouvre un nombre de questions relativement importants sur le périmètre, sur le niveau d'information, sur l'auditabilité, sur quelles entités sont concernées, le contenu, quel type d'indicateur, à quel endroit il faut faire figurer ce reporting extra-financier, quel est le lien avec l'information, les reportings financiers, puis comment prioriser ça tout le temps, puisqu'on va aussi avoir des problématiques opérationnelles qui vont se poser avec des gros enjeux de données derrière. Donc, bien entendu, on a des sujets qui bougent, tous ensemble, dans des cadres, avec des outils, et des outils de politique publique aussi. Donc, par exemple, on a aussi un projet qui devrait sortir peut-être prochainement, un projet de directive européenne qui va être relatif à la gouvernance responsable des entreprises.
ainsi qu'une extension peut-être du devoir de vigilance au niveau européen. Tout ça va s'articuler un petit peu près en même temps. Sur le processus de standardisation, donc, voilà, on a déjà des choses qui commencent à s'enclencher, par exemple au niveau de la Commission européenne et de la communication qu'elle a pu faire en matière de lignes directrices sur l'information non financière. Il y a déjà eu un supplément qui a été émis en 2019, alors qui n'est pas contraignant, qui est sur base volontaire, mais qui commence déjà à poser certains jalons, comme on parlait de la TCFD tout à l'heure, et qui indique en termes de recommandations, d'intégrer ce que dit la TCFD en matière de reporting climat et d'intégration au niveau de la DPEF. Et à l'intérieur de cette communication, on va retrouver aussi un certain nombre de cadres internationaux dont on a parlé au début et qui sont soulignés aussi par la Commission européenne. Et enfin, on s'attend à ce qu'il y ait des annexes spécifiques au secteur des banques et des assurances qui effectivement n'ont pas forcément les mêmes problématiques que les entreprises du secteur industriel, par exemple. Et voilà, merci. Donc, en fait, comme vous avez pu le constater, on a une richesse d'informations, de sources, d'objectifs. Et ce qu'on peut constater, c'est que les liens entre les informations financières et les informations extra-financières sont très ténus. On a de plus en plus d'éléments de reporting financier qui sont basés sur le fondement d'informations extra-financières. Le principe de double matérialité et de connectivité entre les informations financières et non financières est à peu près incontournable. Quand on parle aujourd'hui de RSE ou de développement durable, on s'aperçoit assez rapidement que ces sujets arrivent très vite au cœur de la stratégie des entreprises. Ils sont particulièrement structurants pour les modèles d'affaires et doivent aussi s'inscrire dans le cadre d'une transition écologique et sociale qui est à la fois poussée par les pouvoirs politiques, les approches culturelles aussi entre les différents pays, notamment au niveau de l'Europe, et puis une demande sociétale qui est de plus en plus forte sur ces sujets. Donc ces sujets, ces interrogations, en fait, vont venir questionner la gouvernance des entreprises. Donc je parlais tout à l'heure de la directive européenne qui est attendue sur le sujet de qu'est-ce qu'une gouvernance responsable pour une entreprise. Le sujet de la standardisation du reporting extra-financier est particulièrement prégnant en ce moment. On a aussi un certain nombre de questions qui commencent à apparaître de manière beaucoup plus marquée, comme comment mesurer la performance, de quelle performance parle-t-on, comment est-ce qu'on la mesure, quel est le lien, par exemple, entre un capital environnemental, un capital social ou sociétal, et le reporting financier ou le reporting extra-financier. Doit-on aller ou peut-on aller vers une comptabilité multicapitaux dont l'objectif est d'intégrer au cœur de la comptabilité ces sujets? D'autres questions comme comment peut-on faire en sorte que les actions des entreprises en matière d'intégration des enjeux sociaux et environnementaux trouvent leur juste reflet dans les bilans et comptes de résultats de manière plus générale dans l'ensemble des reportings qui sont produits. Voilà, autant de questions qui aujourd'hui appellent un certain nombre de travaux, des travaux sur des indicateurs, donc qui dit indicateur dit données, des enjeux de transformation de systèmes d'information. Donc, plus globalement, et pour faire une conclusion, parce qu'il est 18h30, concrètement, les impacts vont porter sur les modèles d'affaires des entreprises et sur l'ensemble de la chaîne des activités au niveau de la création de valeur des entreprises, que ce soit sur la gestion d'actifs, sur la gestion des risques, dans la construction des produits d'un organisme et sur toute l'organisation, la gouvernance de la RSE, et du reporting. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà. Malheureusement, il y a certaines questions, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Par contre, il y a une question peut-être sur le groupe de travail oui. extra-financière. On espère avec Christelle qu'on vous aura donné envie de vous intéresser davantage à ces sujets, si ce n'était pas déjà fait. Et si vraiment ces sujets vous intéressent, que vous avez envie de travailler avec nous là-dessus, n'hésitez pas à nous le signaler et nous rejoindre dans un ou plusieurs des 4 ateliers du groupe de travail. Voilà, on a ces sujets vraiment très pratiques et puis aussi des sujets un peu plus conceptuels, voire philosophiques sur quelle est la place et le rôle des actuaires parmi tous ces sujets. Voilà.
Ok, super. Donc, on m'indique qu'on peut prendre 10 minutes de plus, peut-être, pour quelques questions. Donc, on a une question que j'avais vue sur le groupe de travail, justement, d'Anna Stinaker. J'espère que je prononce correctement votre nom, qui demande si vous avez prévu un atelier souscription et tarification assurance vie et si... excusez-moi, au niveau du groupe de travail. Et voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un atelier souscription et tarification assurance non-vie au sein du GT? Alors, oui, de manière globale, dans les 4 ateliers du GT, on a un atelier produit, prévention, etc., au sens large. Alors, voilà, aujourd'hui, on n'est pas encore, enfin, on est au niveau du lancement, hein, donc on a fait notre réunion de lancement sur les produits, c'était la semaine dernière, donc c'est encore tout chaud. Donc aujourd'hui, on va y aller progressivement, mais effectivement, on a déjà identifié qu'assez rapidement, on va avoir des problématiques relatives à la tarification, relatives à l'assurabilité. Qu'est-ce qui va pouvoir être encore assurable, plus assurable? Quelles sont les limites acceptables? Quelles sont les implications de l'intégration de ces enjeux sociaux et environnementaux sur les produits et donc la tarification et donc la performance économique telle qu'on l'apprécie au regard de différents indicateurs au sein de l'entreprise. Donc, oui, alors après, si on regarde par segment de marché, l'assurance vie ou l'IARD, nous, au niveau du GT, on verra aussi à travailler en bonne intelligence et pas faire de doublons, par exemple, avec d'autres commissions, comme je pense par exemple à la commission IARD, qui elle aussi travaille probablement sur ces sujets-là. Donc, voilà, on embarquera peut-être des sujets, peut-être qu'après on passera les relais et après on les fera revenir ou inversement. On avancera progressivement sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Catherine. Vous aurez bien compris que du coup, le groupe de travail communication extra-financière va aborder des sujets vraiment très riches. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressés, si vous voulez avoir des informations. Merci beaucoup, Christelle et Catherine, de nous avoir présenté ce Zoom sur l'information extra-financière. C'était très riche. Un grand merci au groupe de travail communication extra-financière d'avoir partagé ses travaux avec nous et à Samuel Siwy pour son aide précieuse dans la réalisation de ces conférences. Vous pouvez d'ores et déjà noter la prochaine date de ce Zoom qui aura lieu le 9 mars et qui va porter sur le sujet du risque cyber. Et donc d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et portez-vous bien. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.